Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Monsieur Marcel Croteau, un pratiquant et un enseignant d'arts martiaux qui enseigne et qui pratique depuis 4 décennies les arts martiaux au Québec. Il a enseigné dans la région de Québec, la région du Saguenay et il y a eu des écoles affiliées un peu partout à travers la province au fil des décennies. Il nous raconte son parcours, aussi sa vision des choses en vieillissant, comment il voit sa pratique personnelle des arts martiaux et aussi la place des arts martiaux dans la société, là, particulièrement dans la dernière année et demie là, qu'on vient de traverser. Tous ceux qui veulent nous soutenir, vous le savez, il y a Patreon que vous pouvez venir voir, il y a du contenu exclusif, donc on vous achète pas plus avec ça. Si jamais vous voulez nous soutenir aussi gratuitement, partagez, commentez, likez ce qu'on fait, mettez-le en story. On sait qu'on a beaucoup de professeurs qui écoutent, partagez-le à vos élèves, même quand c'est pas un épisode qui est relié à vous nécessairement. Ça peut être juste un épisode que vous écoutez puis que vous trouvez ce qui est discuté est vraiment bon. Ben vous le partagez puis de même ça nous aide beaucoup à faire grossir le channel. Bon podcast. L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi Santé est une entreprise existant depuis 1996 spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive, les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight, and we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Donc cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Monsieur Marcel Croteau, qui est un enseignant de Kung Fu de la région de Amqui en Gaspésie, qui nous a été référé par notre ami Philippe à Québec. Pour la simple et bonne raison que vous êtes, semble-t-il, une référence dans ce que vous faites, du moins dans votre région. Ça fait longtemps que vous enseignez. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vous recevoir. On n'a jamais eu de Gaspésien sur le podcast. Ça aussi, c'est une première. On est toujours très content de représenter tous les coins du Québec et dans le monde. Fait que, est-ce que vous pouvez peut-être nous situer un peu d'où vous venez puis à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans votre vie? Oui, mais c'est intéressant. Je suis gaspésien depuis 1 an. Ah ouais? Wow! OK. OK, donc avec un peu mon parcours, ça va vous donner une idée, hein, quand même. Oui. Disons que la première fois que j'ai entendu parler de karaté, c'était en 1957, j'avais 10 ans. On a regardé à la télévision avec mes parents un cirque en France, un cirque régulier. Mais okay. Il invite 2 Japonais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont cassé des planches. Avec les orteils, quand même. Au Okinawa, ils cassaient ça avec des orteils. Pas que la plante du pied, orteils. Je demande à mon père, c'est quoi le karaté? Ah, c'est des Japonais qui cassent des planches avec des orteils. C'est tout! Ça m'a parti de la tête avec le temps. À 14 ans, avec quelques films, des fois, que je voyais, je m'ai mis avec des amis à casser des planches. on s'est blessé, on s'est fait mal. Donc, je me suis dit, c'est pas pour moi, ça. J'avais 14 ans. Donc, c'est à 20 ans, là, ça a été sérieux. Avec plusieurs films, quand même, là, d'agents secrets qui faisaient du karaté dans les années 64-65. Et puis, une école de... J'ai commencé chez Chong Li, quelques semaines, peut-être 1 mois et demi. Il a déménagé trop loin, bon, une excuse, hein, trop long en autobus, ça fait que, OK. Mais, 1 semaine ou 2 après, un ami me présente une personne qui est ceinture bleue taekwondo de l'instructeur Chong Li. Il nous a enseigné, il nous a fait pratiquer 2-3 fois par semaine. Puis 4 mois plus tard, il trouve un local de Kenpo. Le premier instructeur au Canada a enseigné le Kenpo. L'instructeur Jean-Guy Angèle, à Montréal. Oui, j'ai été avec lui 4 ans, jusqu'à l'obtention de la ceinture noire. Oui. Après ça, j'ai enseigné presque 1 an le Kenpo avec un autre ceinture noire à la Palais nationale. Ça, là, on est en 72 à peu près. Et puis, finalement, je voulais quitter Montréal pour la nature. Moi, je suis natif de Lévis, donc j'ai connu un peu les petites places. Et j'étais au Lac-Saint-Jean.
enseigné le Kenpo, mais plus d'instructeurs. J'avais plus ou moins coupé le lien. Plus d'instructeurs. Tu fais quoi, là, quand tu as toutes tes purées, tes techniques, là? Fait que puis, j'ai pensé chercher autre chose. Disons, j'avais une petite gêne pour retourner avec mon instructeur. Pas parce qu'on s'avait laissé sur un froid, mais j'étais comme ça à l'époque. Peut-être qu'il ne voudra pas. Tu sais, on se fait des idées des fois, non? Fait que j'avais 500 revues spécialisées, le Black Belt et compagnie, là. J'avais acheté mes Black Belt en 64, j'avais commencé ça. Donc, j'avais plusieurs revues. J'ai feuilleté les revues pendant un bon bout de temps. C'est un ami qui a fait du Kung Fu, qui me conseille le Kung Fu, enfin, tu sais, il m'encourage. Enfin, comme je suis retrouvé en 1976 à Denver, Colorado, Dolbeau, Denver. 4 avions. Et ça a cliqué. Tu sais, j'étais là pour 3 jours pour savoir si je serais accepté. J'ai fait des cours, j'ai eu des leçons privées, puis j'ai vu l'ambiance. Mais c'était, quand j'arrivais, là, c'était nouveau, là. C'est Kung Fu, là, c'est les films de Bruce Lee, puis c'est tout, là. Et puis, en fin de compte, ils m'ont accepté. Et pour ça, j'ai fait des stages. 1 mois l'été, 15 jours les fêtes. Et en 78, j'enseignais déjà au Lac-Saint-Jean, comme j'ai dit. J'avais 7 écoles, à un moment donné, en 78. Et mon instructeur, ça l'intéressait d'ouvrir comme ailleurs. En fin de compte, on s'est mis d'accord pour ouvrir à Trois-Rivières, en 78, une école. Donc, j'ai resté avec eux environ 3-4 ans. J'ai quitté pour faire le bilan de ma vie. Ça faisait 15 ans que j'étais dans les arts martiaux, presque à temps plein. J'avais négligé des choses. Fait que, un instant. Donc, j'ai été à ma rencontre, on va dire ça. Et après ça, bien, le goût est revenu. Quand on a la flamme en dedans, elle s'éteint pas, quand elle est forte. Et là, je ne pouvais pas enseigner le Unapukundo, le style que j'ai appris. Le fondateur, c'est Sijo of the Cascas. Parce que je faisais plus partie de cette famille-là. J'ai structuré une méthode. J'ai rien inventé. On ne peut plus inventer un art martial comme qu'on ne peut plus inventer une voiture à 4 roues. On va inventer une voiture qui vole, mais pas à 4 roues. Donc, on peut créer une méthode. Fait que j'ai créé une méthode qui était à 70% pareil comme mes racines quand même, hein. Et puis, j'ai appelé ça Li Wu Tai, le temple de la boxe chinoise et de la paix, ou de la guerre et de la paix. Et j'ai enseigné ça 36 ans, ce style-là, dans 5 régions au Québec. Lac-Saint-Jean, Côte-Nord. Puis vous dites que c'est 70% Kung Fu. Est-ce qu'il y a des racines aussi dans le 30% manquant, mettons, de Kenpo, qui était quand même votre premier style? Très bonne question. Effectivement, j'ai gardé certaines choses de Kenpo. Mais en 68, le Kenpo de 68 n'est pas le même d'aujourd'hui. Non. À l'époque, c'était limité côté technique. Par contre, on gagnait dans les compétitions. Aussi. Fait qu'on fait quoi? On trouve ça intéressant. Je veux dire, quand un style te parle, puis tu le fais, puis tu as des résultats, soit en progression personnelle dans le sens technique ou individuel, puis en compétition aussi, bon, ben, Colin, tu le gardes. Puis si tu as la chance, peut-être, de voir autre chose qui t'attire plus, ben, tu y vas, hein. Tu y vas, puis voilà. Hein. Donc, c'était mon cas, entre autres. Oui. Et là, vous avez réussi, en établissant votre méthode à vous, à l'enseigner dans plusieurs écoles à travers le Québec. Puis, vous disiez pendant quoi, 36 ans, c'est ça que j'ai compris? Oui, 36 ans, oui. J'ai formé des instructeurs, tantôt à Québec, au Lac-Saint-Jean, à Chibougamau, Chambly, oui, à l'époque, oui. OK. Mais aujourd'hui, ce style-là, je n'enseigne plus depuis 2019. OK. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont continué à enseigner votre méthode? Il en reste un à Sherbrooke. Oui. OK. À Sherbrooke. Il en reste un ici. En 2019, il a été mon héritier officiel de ce style-là. J'ai transmis le... Vous avez passé le flambeau à une autre génération. C'est en plein ça. Moi, je suis... Depuis 2015, je vais plus dans l'interne. OK. Puis vous travaillez quoi exactement dans l'interne? Parce qu'on en a vu quand même quelques styles, là. Oui, exact. C'est un style influencé par le dragon. Tigre et serpent. Donc, beaucoup de fluidité. Et mais les dragons, dans le Wulong que j'enseigne, 5 dragons, Wulong, c'est pas une copie comme le style
traditionnelle, disons, du dragon. Les 5 dragons, c'est des étapes de progression dans le cheminement d'une personne. Et j'ai pris les éléments. Le premier, c'est la terre, donc les bases, la fondation, les racines, hein, des techniques de base. Après, c'est le feu. Le feu, c'est la période où ça chauffe. Hein, ça dépasse. D'accord? Ça, c'est général, hein, vous le savez. Après, c'est l'eau. Fluidité. Ça veut dire les mêmes techniques, on les ajoute plus yin. Moins de force physique, plus d'autres principes. D'accord? Pour générer plus de puissance encore. Comme un fouet, disons. Une barre de fer via un fouet. Et l'air, c'est le côté énergétique spirituel. Là, c'est des niveaux plus hauts. Et le dernier, eh bien, le 5e, c'est céleste ou l'éther. C'est une démarche personnelle. Quand la personne arrive là, j'entends. Et ça, on parle de 20 ans ou plus, là, OK? Et puis, elle fait sa démarche personnelle au niveau spirituel et énergétique. Là, je force personne, là, c'est libre à tout le monde. Puis, étant donné que vous aviez bâti cette méthode-là, ou appelons-la école-là, depuis le début, ça vient comment, le moment où on se dit, OK, il faut que je passe le flambeau? Est-ce que c'est pour des questions de santé ou c'est des questions de disponibilité? Non, du tout. Non, ma santé. Non, ma santé est très bonne. Ouais. Non, c'est que il y a eu quelque chose qui a changé en moi au niveau perception et l'énergétique m'a attiré plus. J'en faisais un peu avant, depuis fin 1998-99, j'ai été initié à des bases initiatiques par des personnes à Montréal. J'ai pas été loin là-dedans, mais avec des bonnes bases que j'ai travaillé occasionnellement. J'avais même pas 50 ans. Donc, 50 ans, dans mon état yang, je suis trop jeune un peu pour aller chercher des Qigong. Mais, 70 ans, là, là, disons que ça m'intéresse plus. Mais là, aujourd'hui, vous n'avez plus de dojo en tant que tel, mais est-ce que des fois, vous pratiquez encore? Je fais des pratiques et j'enseigne à l'extérieur, je donne des stages. Voilà 2 jours, dimanche dernier, à Amqui, 4 personnes. C'est ça, des séminaires. La personne de Sherbrooke, là, l'héritier, ben, il était ici à Amqui avec d'autres personnes de Québec, des élèves, que j'ai donné un stage. Je donne des stages, oui. OK, cool. Fait que vous continuez quand même à transmettre vos connaissances, là. Vous n'avez pas pris votre retraite complète, là. Non. Vous n'avez pas de l'air parti pour vous arrêter. Non, pas en vue non plus, non. Non, un de mes projets, c'est d'offrir des stages, justement, en Gaspésie et ailleurs au Québec. Ouais. Super. Mais je peux comprendre dans l'optique que, tu sais, avoir un dojo, avoir des franchises, vous avez déjà fait comme tout le tour de ça, tu sais, maintenant, c'est tout le temps de se renouveler aussi, là, tu sais. Il faut se renouveler, définitivement. C'est sûr, oui. Mais, c'est pas tout le monde, quand même, après 15-20 ans d'arts martiaux, qui va partir sa méthode. Je précise, hein, pas un style, sa méthode. C'est parce que ça, il faut, je sais pas, il faut vraiment être inspiré, disons. OK? Puis c'est correct. C'est comme un artiste, hein. Mais qu'est-ce qui distingue, selon vous, parce que là, peut-être que je joue sur les mots, là, mais ça m'intéresse. Qu'est-ce qui fait la distinction entre fonder un style puis fonder une méthode? À partir de quand ça devient un style? Qu'est-ce qui fait que c'est une méthode et non un style? C'est intéressant. Pour moi, un style, c'est comme les voitures qu'on connaît avec les 4 roues. Là, quelqu'un dit, il change la carrosserie, puis il fait ça futuriste avec des 4 roues. J'ai inventé une voiture. Non, t'as inventé un style, pas une voiture. C'est une méthode t'as inventé, veut dire, t'as pas inventé la voiture. C'est pas un nouveau véhicule, c'est le même véhicule, mais avec un look différent. Okay. C'est ça, parce que c'est des coups de poing et des coups de pied quand même. Mm-hmm. On peut plus inventer une technique d'autodéfense efficace. Impossible, tout était fait. C'est le champ de bataille. Non. Hein? Ouais. Tout était fait. Ben c'est ça, exactement. C'est ça, exact. C'est comme c'est testé en guerre, là. Tu peux pas faire mieux que ça, mon homme. Exactement, c'était vraiment la survie. Ouais. Exactement, ouais. Ah, ben ça c'est intéressant. Puis il y a quelque chose dans ce que vous disiez que j'aimerais ça qu'on creuse. Mais à vous aussi. Il y a quelque chose qui m'intéresse. Tu sais, moi je suis un gars de région, moi je viens de Victo. Jérémy, lui, a grandi plus Rive-Sud, Rive-Nord de Montréal. Saint-Mathieu.
Ouais, mais Saint-Mathieu, là, on était 2000 habitants. Mais tu sais, t'es quand même proche de Montréal. Ce que je veux dire, c'est quand on est loin des grands centres, surtout moi, je suis né dans les années 80, puis vous, ben vous me parlez des années 70. C'était comment d'arriver, mettons, hein? 60 aussi. 60 aussi, ben c'est Oui, ça. oui, Fait que si c'était comment d'arriver au Saguenay puis d'implanter des arts martiaux au Saguenay des années 60-70, ça courait pas les rues, là. J'arrivais là Ça en passait comment? 113. C'était perçu comment, ça? C'était le bienvenu, là, parce que je connaissais une personne native de là, qui connaissait plein de monde, surtout son père. Il était contracteur en construction. Donc, tout le village, là, il connaissait, tu sais, puis le coin. Fait que moi, j'arrivais là en 73, le territoire était ouvert pour moi. Le lac Saint-Jean, au lac Saint-Jean, il y a 15-20 villages. Ville avec Alma, il y avait juste Alma qui avait du Osakan. Donc, j'avais tout de Dolbeau, Mistassini, Dolbeau, aller jusqu'au lac Bouchette. À un moment donné. Ah, puis tu sais, il y a Osakan puis Kung Fu, ça n'a rien à voir, là, tu sais, vous auriez pu avoir deux C'est en plein ça. là. Mais disons, je voulais rester plus dans la nature, là. Aller d'un, Ouais. Ben, ce que je voulais dire par là, c'était justement plus ce que vous dites. Je voulais pas dire que les gens de la région allaient être fermés à ça, mais plus dans le sens, moi, je me souviens quand j'étais petit, tu sais, à Victo, mettons, tu cherchais karaté, il y avait deux. Un Shotokan, un Kenpo, puis c'était un Jean-Guy Angèle. Par hasard, mais c'est ça. Fait que dans Bois-Franc, c'était ça. Fait qu'il y avait deux choix. Tandis que, tu sais, à Montréal, si tu cherches arts martiaux, même déjà dans les années 80, je suis convaincu qu'il y avait déjà 30 choix différents, tu sais. Tu comprends? C'est que... Fait que c'est sûr qu'au Saguenay, ça devait être un peu... C'est que l'idée, c'est que il y avait des films de Kung Fu à l'époque, pas juste Bruce Lee, il y avait des films chinois aussi. Ben, enfin, oui, il y avait ça aussi qui ont fait connaître le Kung Fu. Jackie Chan aussi, en 75, 76, tout ça. Fait que moi, justement, les années 60 et 70, c'était l'âge d'or des arts martiaux au Québec, en Occident. L'âge d'or. Pourquoi? Ben, Bruce Lee a aidé beaucoup. Donc, ça fait un boom, il y a eu les écoles le remplies. Je vais vous conter une anecdote. J'ai connu un instructeur, un jeune instructeur dans la vingtaine, de taekwondo de l'école de Chong-Li. Il a ouvert une école à Joliette. 2 ans après, il appelle son ami qui est aussi instructeur à Montréal. Il dit, viens m'aider, mon école est pleine, il y a 300, puis j'ai 100 inscriptions, j'ai plus de place. L'âge d'or des arts martiaux. 400 élèves. C'est ça. Quand on dit l'âge d'or, c'est pour ça, entre autres, là. Fait que moi, il y avait des films qui passaient dans les villages. J'étais voir le propriétaire. J'ai demandé si on pourrait faire une démonstration. À l'époque, c'était pas du Kung Fu, moi, c'était Karaté Kanpo, là, tu sais. Fait que, il a accepté. Fait que, entre deux films, on faisait une démonstration. J'avais 8-10 élèves. Démonstration de 15-20 minutes de karaté. Puis, le monde aimait bien ça, tu sais. Puis, même pour dire que c'était vraiment ouvert à ça, tu sais. Aujourd'hui, pas sûr. Ouais. Ben, il y a encore beaucoup d'écoles. Ça se construisait, hein. Ça se construisait. Ouais. Vous avez l'impression que les arts martiaux ont perdu de la vitesse depuis cette époque-là? Parce que, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'écoles. Maintenant, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de styles différents. Maintenant, t'as du Kenpo comme nous. Moi, Jérémy, il y a du Kung Fu, il y a de l'Aikido, il y a du Judo, il y a du Kenjutsu, il y a du Jiu-Jitsu brésilien, japonais, tu sais, name it, là. Non, pas perdu de la vitesse. L'âge d'or est passé. Je parlais de l'âge d'or, là. L'effervescence. Au contraire... L'effet de nouveauté, on va dire. Oui, au contraire, c'est ça, il surfait sur le nouveau. Au contraire, aujourd'hui, il n'a pas assez. Il n'a pas assez. Ouais. Il faut... Mais tu sais, logiquement, si t'as 400 élèves dans une école, quand il y a 4 écoles, ça se peut qu'il y ait 100 élèves. C'est ça l'affaire, là, tu sais. Puis c'est correct, parce que ça veut pas dire que tout le monde a le goût d'aller faire du kung fu ou du karaté. Tu sais, il y en a peut-être qui ont le goût d'aller faire d'autres choses. Il faut essayer autre chose. Fait que c'est bien correct, là. Ben oui. Ouais, excellent. C'est ça. Surtout quand t'es rendu à la fin d'un cheminement, des fois le monde se demande, tu sais, moi j'ai un élève à mener, il me dit j'aimerais ça aller faire mettons d'autres karatés. Je suis comme ben tu peux faire ça, mais tu sais c'est déconstruire ce que t'as déjà appris. Moi j'irais vers de quoi de plus complémentaire. Tu sais comme Manu, moi ce que j'aimerais faire c'est du Kenjutsu ou du Kyudo ou tu sais parce que ou du soft style, tu sais du Kung Fu carrément parce que apprendre quelque chose qui est trop pareil à ce que tu as appris à la base,
C'est déconstruire, c'est ça, ouais, Oui. tu sais. Parce que comme on a dit tantôt, tu réinventes rien, là. C'est juste une autre méthode. Faut aller tu sais. yin-yang, tu sais. Tout à fait. Exact, Puis, exact. au fil des années, est-ce que vous avez l'impression que ça évolue vers la bonne voie? Tu sais, c'est quelque chose qu'on a évoqué souvent avec, on va dire, les vétérans des arts martiaux québécois qu'on a reçus. Ah, j'ai entendu, oui. Tu sais, entendu parce que là, bon, la tendance, c'est beaucoup au MMA, au Jiu-Jitsu, puis tu sais, c'est pour... On veut pas leur enlever rien, ils ont leur mérite, puis ils ont leur qualité, mais vous pensez quoi de l'évolution, de la tangente que ça prend, disons, en 2021? C'est sûr que plus qu'il y a de monde, plus que les arts martiaux se commercialisent. Ça, c'est dans tout, ça, là. Quand même, là. Faut vivre, puis faut aussi enseigner ou propager notre art. Et puis, si on enseigne juste à 3 personnes pendant 20 ans, Ça va mourir. ben là, exactement. D'accord? Ça fait que, non, avec votre émission, je l'ai découverte, ça fait peut-être un mois et demi, OK. vous êtes la jeune génération, eh bien, chapeau. Vous deux, chapeau. Je connais pas les autres jeunes générations. Chapeau. Ouais. Moi, je connais juste des 40 ans et plus. Avec des amis, là, des amis. Ah, j'étais un petit bébé. Ouais. Donc, la jeune génération, c'est pas les 40 ans et plus, là. C'est 21 ou 22 ans. Toi, t'as dit ça l'autre fois, t'avais 21 ou 22 ans, non? Jérémy, il est rendu à 24. là. Bon. Ouais, là, je suis rendu à Ouais. 25. Ah, 25, c'est un vieux 25, podcast que j'ai vu, OK? Ouais, moi, je suis proche d'être dans les vieux, là. Fait que ça me fait plaisir que vous me mettiez dans les jeunes. Dans votre Bon. tranche d'âge, là. Je suis comme OK, limite un petit peu. OK. Mais je suis un jeune vieux dans les arts martiaux, par exemple. Je suis pas un Parfait. vétéran comme vous deux. Ben, Mais, ouais, c'est ça. Puis, Éventuellement. hein? Ouais, c'est ça. c'est vous autres la relève. C'est vous autres la relève. Ah ouais. C'est pour Vous ça la qu'on le fait, formez. en fait. C'est pour pouvoir transmettre ce bagage-là que vous avez au plus de gens possible, tu sais. C'est sûr. À qui ça Ouais. parle, exactement. Ouais, 100%. Puis, c'était quoi exactement votre méthode? Tu sais, si vous aviez à la décrire, c'était quoi, disons, ses forces, là, les points particuliers de la méthode que vous enseignez? Bon, ben, c'est standard un peu comme le kung-fu quand même, là. Pieds, des coups de poing, des positions, des formes, des taoulous. C'est standard quand même, là. OK? Il y a la base. OK? Mais les points forts, parce que c'est ça que tu demandes, les points forts, c'est quelque chose que l'élève, il y a une préparation, puis il arrive là pas avant une dizaine d'années. Mais entre-temps, il travaille, là, tu sais. C'est la force proche qu'on connaît, le one-inch punch, là. Oui, Ça oui, vous- oui, oui. Bon, et la frappe lourde. Je sais pas si ça vous dit de quoi, la frappe lourde. Ça, non, par exemple. Le one-inch punch, ça me dit quelque chose, évidemment, là, mais la frappe lourde, c'est quoi exactement? Bon, c'est plus dans le kung-fu que dans les autres arts martiaux. On peut la démontrer, disons, en démonstration, entre autres, par des frappes sur des briques, on va dire. Ok, Si on comme prend- de la casse, là. Ouais, mais c'est la frappe lourde, elle a sa spécificité de frappe. D'accord? On a tous vu 3-4 briques, puis force physique, on est d'accord? Concentration, endurcissement, force physique quand même. La frappe lourde, c'est que tu te mets à quelques pouces sans élan et à casse. Donc, ça c'est une des démonstrations de frappe lourde, disons. Et quand on frappe sur une personne, on va dire pour faire ressentir ça à un élève, parce que c'est abstrait, là, la frappe lourde, quand tu connais pas ça. Hein? Si on donne un coup de poing avec force, ça fait mal là, puis ça fait quoi? Oh, on ressent. La frappe lourde, les ondes se propagent dans le corps. C'est ça, la frappe lourde. OK. Cool. Mais Ouais. c'est bien. C'est un concept qu'on Tu t'es n'avait molli. pas, on n'avait pas approché. C'est Et intéressant. ça, dans les styles traditionnels d'Okinawa, peu connus, c'est peu enseigné. Et ça existe. Ouais, ben, Il suffit à de Okinawa, faire je des pense que le Wichiryu touche un peu à ça, non? Tous les styles traditionnels d'Okinawa touchent à ça, mais il faut creuser loin pour aller chercher ça, mais ça existe. Ça a été transmis. Hein. Ouais. D'ailleurs, j'avais Puis- donné des stages dans le futur aux instructeurs de tout style intéressés à la frappe lourde et la force proche. Ah ouais, hein? Ben, maintenant qu'on peut refaire des événements en personne. Oui, je c'est sais pas ça. que- Oui, mais quand ça va être
plus normal aussi, là. Ben parce oui, que c'est clair. aujourd'hui, ça marche, puis demain, ça c'est barré, là. Enfin, on verra, hein. Puis en tant que pratiquant de Kung Fu, est-ce que vous êtes déjà allé en Chine ou est-ce que c'est un dans vos projets d'y aller comme... C'était mon projet en 76, dans le sens que j'ai dit, je vais aller à Denver, si pour le Kung Fu, si je trouve rien, je m'en vais en Californie. Il y en a plus, là. Il y en avait plus, là, d'instructeurs de Kung Fu. Si je trouve rien, je vais travailler pendant un certain temps. Et voilà, la Chine était sur le plan. En fin de compte, j'ai été satisfait avec l'instructeur que j'ai eu. OK. Puis vous avez jamais eu l'envie d'aller... Non. D'aller visiter la maison mère, on va dire? Non, parce que les connaissances, c'est universel, les connaissances. Ça n'a pas de pays, ça n'a pas de culture. Donc, voilà. Puis votre instructeur, lui, est-ce que c'était un Américain ou c'était un... C'est un Américain, plus Mexicain. Ah ouais, OK. Sa mère était mexicaine, ouais. OK. Mais il est né aux États-Unis, oui. OK. Cool. Puis là, aujourd'hui, dans votre pratique, vous vous entraînez de plus de façon personnelle. Oui, Est-ce que vous avez... C'est ça. Puis en Gaspésie, ça a l'air de quoi? Avez-vous rencontré des collègues martiaux depuis que vous avez déménagé là? Oui. Dans le premier temps, j'arrivais ici, j'ai rencontré un Kung Fu Shaolin. OK. Et je connais, la personne qui a initié le Kung Fu Shaolin en Gaspésie, début 70, c'est l'instructeur Fernand Morneau. OK. Très connu, en tout cas, très connu des plus vieux, là, des arts martiaux. Et puis, eux, ils ont appris par un élève, là. Ça fait 50 ans de ça que je vous parle. J'ai été les trouver, je me suis présenté, puis tout ça, et puis j'ai regardé les cours, et puis c'est deux personnes qui travaillent, puis ils donnent un cours ou deux par semaine. C'est plus loisir parce qu'ils veulent pas investir, puis c'est bien parfait. Les jeunes qui sont là, puis les adultes sont bien heureux, puis bingo. Ouais. Ah, c'est super ça. Ouais. Puis dans votre vie, dans votre carrière d'enseignant, est-ce que vous avez pu faire ça à temps plein pendant les 36 ans que vous étiez... J'ai fait ça en temps plein presque pendant 40 ans. Ah ouais. Ouais. Quand même, félicitations, parce que c'est pas évident, nous on le sait, là, c'est ça qu'on fait dans la vie, là, puis, mais par contre, on a reçu beaucoup d'invités qui font le choix, puis c'est correct aussi d'avoir une job, des fois juste parce que leur job, ils aiment ça, puis c'est aussi une passion. Mais des fois, ils se disent, moi, je veux pas avoir le stress d'avoir à gérer une école, fait que je préfère comme avoir une job qui me fait vivre et pouvoir avoir mon école comme loisir / hobby sideline. Surtout quand t'as un enfant et plus, là, franchement. Là, ben, c'est ça, c'est sûr. C'est bien pensé. Ouais. Ouais, vraiment. Puis est-ce que vous en avez des enfants qui ont continué? Non, j'ai pas d'enfants, non. OK. Non. Plus facile. Ah, ben là, c'est sûr que ça... T'as moins de responsabilité. Ouais, Jérémy, d'accord. Ouais. Damn right. Ouais, je suis très d'accord avec ça. Puis sinon, tu sais, dans les débuts des années 70, tout ça, les écoles de karaté et tout, puis de kung fu, est-ce que vous avez déjà été dans l'aspect compétitif de tout ça? Parce que dans le temps, c'était des open, là, tout le monde ensemble, tout le kit, c'était de la vraie compétition. On parle de l'âge d'or, là, ça c'était l'âge d'or des combats. Open, comme tu dis, puis pas de catégorie de poids. Contrôle le visage, c'est sûr, contrôle le visage, mais au corps, tu vas frapper. Tu peux étouffer le gars, là, plié en deux, tu as 20 points. Mais faut pas qu'il y ait de malice dans ton coup, là. Comprends-tu? Mais 95% des coups au corps, ça faisait juste boum! Et c'est parfait, là, tu t'entraînes pour ça. J'ai pas vu beaucoup de grosses douleurs, là, le gars roulait à terre pendant 20 minutes. Non. Il y avait le respect quand même, là. Hein? Puis vous savez que dans les arts martiaux, comme les sports de combat, s'il y en a un qui veut jouer trop au coq, il se fait mettre à sa place vite, hein. Et voilà. C'est ça, tu frappes fort, voilà. Ça, c'est un bon avantage que j'aime dans les arts martiaux. Puis est-ce qu'il y avait de la pratique d'armes dans votre méthode? Parce qu'on a reçu comme plusieurs enseignants de Kung Fu, il y en a qui en faisaient, là. Donc, vous, dans votre méthode, est-ce qu'il y en avait? En principe, la plupart des styles de Kung Fu, il y a des armes. Automatiquement, ça vient du champ de bataille. Ouais. Hein? Le Kung Fu, là, coup de pied, coup de poing, armes, ça vient du champ de bataille. Donc, les armes, c'est très bon de travailler les armes
Premièrement, traditionnellement, on peut pas faire ça aujourd'hui, vous allez comprendre. Traditionnellement, les élèves commençaient par la pratique des armes. Mais pas en bois puis en papier, là, assez lourd, proportionnellement. Pour la stabilité, pour le positionnement, pour les sorties de force aussi. Là, après, les coups de poing, coups de pied, tout le temps en faisant des armes. Aujourd'hui, ben, l'arme arrive quand ça fait 2 ans, à peu près, ou quelque chose du genre. En gros, là, c'est à peu près ça. Là, mais oui, il y a des armes, oui. Pour les mêmes raisons, là, stabilité, positionnement du corps, sortie de force, oui. OK. Vous travaillez sur quoi, mettons, parce que, tu sais, il y en a qui en ont quelques-unes, mais il y en a qui en ont beaucoup, là. On a reçu Long Bernard, puis dans le White Crane, il y en a vraiment beaucoup d'armes, là, comme plus que 20 différentes. Si j'aurais un Kung, ça veut dire une école de Kung Fu, là, professionnelle, là. Ouais. Là, où tu payes le local, puis tu te décores comme tu veux, j'aurais les 18 armes traditionnelles de Kung Fu. Mais c'est pas le cas. Il manque de place chez nous. J'ai le bâton à rotin, ça c'est chinois, rotin, qui est flexible, OK? Et j'ai des sabres, et j'ai eu des dagues chinoises que j'ai données, j'ai eu des papillons, des couteaux papillons Wing Chun que j'ai donnés, ils m'appellent moins. Un Kwandao, j'aimerais travailler ça. Vous connaissez le Kwandao? Le nom, mais une comme petite un gros bâton avec une grosse lame de sabre au bout. Ça ressemble un peu comme à une hallebarde, là. C'est comme quand même. C'est ça, une hallebarde, oui. Mais avec un sabre au bout. Ouais. Ouais. Ça, on l'avait vu, ouais. Wow, ok, cool. J'ai déjà travaillé, là, oh mon Dieu, là quoi, donc. Il y a 40 ans, j'ai travaillé le 3 sections. Le Tribal Staff. Hein. Le 3 sections, le Nunchaku à 3 sections. Ouais. Ça, j'ai déjà vu quelqu'un faire ça, c'est quelque chose. Oui, il faut... Jet Li, il l'utilise dans un film là, contre un katana. Soit qu'on colle nos jambes pour des routines, ou on met les jambes une en avant de l'autre, sinon les genoux, là. Ouais, ils vont te parler. C'est ça, ça cogne, parce que ça touche. T'as-tu déjà vu ce film-là, Manu? Fearless? Non, j'ai pas vu. Avec Jet Li? On va le mettre en lien. C'est un must, là. C'est vraiment, là, justement, les armes qu'ils utilisent là-dedans, là, il y en a beaucoup, là. C'est malade, là, pour de vrai, là. Moi, c'est un des films qui m'a fait commencer le karaté aussi, là, dans le temps, là. Bien avant le dernier samouraï, parce que c'était moins... c'était plus jeune. Il travaille la lance. La lance, oui. Oui, la lance, ok. La lance, oui. Ouais. Mais ça aussi, c'est assez classique dans les arts martiaux chinois, on la voit souvent, là. Exact. Puis, j'allais vous demander, en fait, on a discuté d'arts martiaux internes avec Philippe Munn, beaucoup, entre autres, puis avec d'autres, mais lui, il nous parlait beaucoup de ça, puis juste avoir votre perspective là-dessus, est-ce que c'est-tu comme inévitable pour un pratiquant qui prend de l'âge de finir par se tourner là-dessus, ou tu sais, vous auriez pu continuer, mais c'est vraiment par intérêt, ou c'est, tu sais, parce qu'on dirait comme tu fais comme à un moment donné, je pense à ma santé. Est-ce que il y a certains types d'arts martiaux que passé un certain âge, tu fais non, ça c'est trop dur pour le corps, à votre avis, ou il y a possibilité de continuer à pratiquer à peu près tout de façon sécuritaire? Comment vous voyez ça? À part les exceptions, notre énergie est yang quand on vit au monde, quand on est jeune, on peut la poursuivre 40, 50 ans, mais à 40, 50 ans, faut avouer qu'elle est moins qu'à 30 ans, 20 ans. Donc, elle diminue, puis elle devient yin. Puis on devient âgé, on devient vieux, puis on peut plus faire des entraînements rock'n'roll parce qu'on va se blesser. Puis ça donne rien de se blesser quand tu as 50, 60 ans, mais ça arrive quand même. Et puis, s'il n'y a pas d'interne, ça veut dire des exercices de respiration, entre autres, faut y aller travailler ton art comme ça. De temps en temps, tu peux mettre un peu d'énergie, mais pas plus. Tu peux la faire toute ta vie quand même. Mais si la personne vers 40, 50 ans, elle sait comment aller dans l'interne, elle fait des qigong, des exercices de respiration, aussi, il faut que ça soit dans sa tête aussi, là, d'accord? Puis elle fait certains exercices spécifiques, son instructeur ou la personne va y dire. Qu'est-ce qui fait? Ça rend notre énergie yin, à place de faiblir, elle va pas se stabiliser, mais elle va devenir en qualité. En qualité. On gagne en maîtrise. Tu compares en force, on le gagne en maîtrise? Maîtrise, on peut dire ça, parce
Non, oui, la maîtrise, là, parce qu'autrement dit, ton énergie, à 60-70 ans, si tu as commencé le Qigong, l'interne avant, tu vas être capable de faire ce que je viens de faire à 74 ans, tu sais, être dynamique, comprends-tu? Mhm. C'est ça l'idée. Ouais. Mais il faut avoir un certain mode de vie quand même, là, tu sais, la nourriture, le sommeil, entre les deux oreilles, dans le sens d'un calme, tu sais. Avec ça, là, on va très loin avec ça. Mhm. On va très loin avec ça. C'est vrai que la santé mentale, on n'en parle pas assez. C'est plus à la mode ces dernières années, mais de façon générale, d'avoir un bon équilibre mental puis une bonne santé mentale, prendre soin de soi, là, c'est important. Là. C'est pas tout tout part avoir de un là, corps hein. en shape. Là. Ouais, tout part de là, hein. Ben oui. Entre les deux oreilles, notre attitude, notre façon de penser. Okay, ça fait partie de l'enseignement dans les arts martiaux aussi, là. Hein? Oui. Ben oui. Croire en soi, avoir un bon positif, c'est... Tu Have a strong mind, you're gonna have a strong comptes, tu life. te relèves, c'est en plein ça, tu sais. C'est la base. Ouais, Ouais. vraiment. Ouais. Puis vous l'avez vu peut-être aux premières lignes, là, avec tout ce qui vient de se passer dans la dernière année et demie. J'ai l'impression qu'on a négligé beaucoup l'importance de l'exercice. Les autorités ont pas considéré que c'était essentiel que les gens puissent continuer de pratiquer leur activité physique préférée, peu importe laquelle que c'est, là, les arts martiaux, mais les autres aussi. Puis vous, étant dans la tranche d'âge où on vous disait faites attention, mais qu'en même temps, paradoxalement, on vous interdit d'aller dans des endroits où vous pourriez pratiquer des activités physiques. Vous en pensez quoi de ça au niveau de priorité de société, que ça soit mis comme si c'était facultatif de faire de l'exercice? C'est sûr qu'il devrait faire partie des principales activités importantes de la société, les exercices physiques, justement. Mhm. Oui. Et puis aussi le côté social aussi. Hein, c'était écrit beaucoup ça sur Facebook ou quoi là, ok? Comme des personnes dans mes âges qui vont, j'ai connu moi tous les mercredis, ils vont dîner au centre d'achat. Ils sont 60, 80. À Charlebourg, à Québec, il y a un monsieur qui me dit ça. C'est un vétéran de la guerre. Il dit, le mercredi, on est 80 ici. Tous des vétérans. Pendant 3 heures de temps. Il me dit à moi, il dit, savez-vous, on parle pas de la guerre pantoute. C'est la condition d'être ensemble. Tu sais, c'est positif, là, tu sais. C'est pas là pour renoter les souvenirs et puis avoir de la peine, là, tu sais. Mais c'est là aussi qu'on a vu que nos dojos sont pas juste des lieux de pratique physique. En plus d'être un lieu de pratique pour se garder en santé, c'est un lieu social. Puis ça, c'est un des gros éléments qui était négligé, le fait de faire d'activité physique, peu importe encore là laquelle tu faisais, ça te faisait avoir un lien social qui est important à notre équilibre mental aussi, tu sais. C'est vrai. Ça se dit encore en 2021, 2021, pour les arts martiaux. Ça se dit encore que c'est une école de vie. Non, 100%. Donc, et voilà, 100%. ils n'ont pas juste des compétitions, tu sais. Non, c'est pas juste un sport, là, c'est ça, un c'est mode ça. de vie. Tu sais, ouais. Les jeunes qui passent tout leur temps au karaté, puis tu sais que ça soit des jeunes qui aient des objectifs de peu importe, tu sais, de ceinture, de compétition, tout ça, puis qui travaillent fort, là, ça leur rentrait dans le moral en salle, là, tu sais, que toutes leurs activités soient... Parce qu'à un moment donné, ben là, tu peux aller à l'école. Oui, mais c'est juste le plate depuis 2 ans. À un moment donné, c'est des enfants, ils ont besoin d'avoir du fun, du positif, tu sais, puis t'as tout le temps rendu ça compliqué, là. Ouais, Parce c'est vrai. qu'ils pouvaient aller Là, à en tout cas, l'école, mais il y c'est avait mieux, rien là, depuis d'activité jeune. autre à l'école, parce que tout Parce était que annulé. C'est ça, là. Maintenant, tu fais juste taper sur le clou, là. Parce que le COVID pour les, Autant laisse le aller. COVID pour les enfants, là, c'est une affaire d'adultes, ça. Ouais. Ça les touche pas, Exact. c'est loin d'eux, puis ils comprennent pas pourquoi ils sont pénalisés. Là. Puis c'est correct. Ouais, mais c'est ça, là. C'est ça qui est dommage. Ça les met dans une réalité qui c'est pas la leur. Ouais, vraiment. Puis là, pour la Donc, suite... ça, c'est sage, mot. Ouais. Pour la Excusez. suite des choses, Vas-y. là, vous disiez vouloir faire des séminaires. Est-ce que vous en aviez de prévus prochainement qu'on pourrait annoncer? Est-ce que vous savez s'il y en a qui s'en viennent? J'ai pas de date. Non, j'ai pas de date. Non. Ok. Ça va aller plutôt au printemps prochain ou quoi, là. OK,
Ouais. Bon, ben parfait. Et quand vous aurez des dates, envoyez-les nous. On va les partager Oh, sur notre page. merci, Ça va nous faire merci, plaisir. merci. On parlait de compétition tantôt. Oui. J'ouvre une parenthèse, ça les années fin Ouais. 60-70. Bon, fin 60, début 70, une compétition par année à Montréal. Mhm. Quand même, il y avait juste 2 écoles qui faisaient de la compétition, Taekwondo Ouais. puis Kenpo. Mais les Américains, hein, qui sont un peu en avance, Nouvelle-Angleterre, plus proche de Montréal, là, Boston, tout ça, là, Mhm. les autres, ils en faisaient 2 à 3 par année. OK. Donc, nous l'école Kenpo, avec l'instructeur Jean-Claude Angèle, on allait là. OK. Et qui j'ai rencontré dans le Kenpo, je le dis parce que je sais de quoi que je parle, j'ai rencontré le professeur Nick Chériot. Ouais. C'est pas un Vous avez inconnu fait vos pour vous recherches? autres. Non, non, c'est quoi ton prénom, toi, la chandail rouge? Là, je m'excuse de te pointer. Jérémy. Jérémy! Tu as parlé un peu de l'historique et tu as parlé du professeur Nick Chériot. Ben vrai? oui, ben c'est ça. Les deux, on pratique, Bon. pratique avec J'ai- sa photo, sa photo est sur mon mur à Bon. mon dojo. Ouais, moi aussi. Bon, ben, le professeur Nick C'est- Chériot Oui. a eu le même instructeur que l'instructeur Jean-Claude Angèle. OK. Le même instructeur. Mhm. Donc, je l'ai Ok. vu souvent, professeur Nick Chériot. Je l'ai vu quelques fois en compétition d'informe. OK. Là, il avait passé 40 ans quand même, là. OK? Mhm. Il a déjà donné. Et je l'ai vu en personne, là, presque 15-18 ans à Québec. Studio Uni avait organisé une compétition. Il était là. J'ai été salué. Il ne se souvenait pas de moi, c'est sûr. Mais j'ai expliqué Jean-Claude Angèle, tout ça. Il était bien content. Puis- Ah, ouais, ouais. Ça doit faire plus 25 ans parce qu'il est mort, le 25 ans. Bon, ben, 26 ans. Il est mort en 97. Non, mais pour vrai, il est mort en 97. Fait que, 97. Ah, OK. il était venu. Kyushu a des photos avec lui quand il était venu les dernières Oui, fois oui, là, à Québec. Là. Ouais. Puis tout, là. Je sais pas, tu les as sûrement déjà vu, Manu. Là. Il Ouais. arbitrait à côté de lui. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, c'était en 94, 95, 96. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Le monde est petit. On a tous 6 Ben, c'est degrés ça, de hein. séparation. C'est ça. Ben, merci, Monsieur Croteau.